La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 6. Vindicael. Je pose ma plume et m'enfonce dans mon fauteuil en soupirant. Je place mes mains sur ma nuque et m'étire, en me basculant contre le dossier. Mes vertèbres craquent. Aujourd'hui, au 12e jour de Tvimanir, de l'année 2032 après la chute, les rapports qui jonchent mon bureau ne me prédisent que des malheurs. J'ai la désagréable sensation que tout va de travers cet été. Les missions de reconnaissance ne relatent que de sales nouvelles, et celles de chasse aux sombres bêtes ne cessent de s'accumuler sur ma table. Je penche la tête en arrière et fais rouler un cure-dent sur mes lèvres. Mes yeux se posent sur les poutres au-dessus de moi. Des toiles d'araignée épaissent les décors. Un sourire se dessine sur mon visage. La sœur de ma fille, Arrakis, une immense tarancasse, m'a toujours menacé de me pourrir la vie si je retirais de mon plafond les demeures de ses petites cousines. Bien que je ne l'ai jamais prise au sérieux, je ne voudrais tout de même pas m'attirer ses foudres pour si peu. Et puis, les araignées des maisons ne sont ni dangereuses ni agaçantes, tant qu'elles trouvent à manger et qu'elles ne sont pas dérangées. Et au final, en regardant le bon côté des choses comme cela, je n'ai jamais de mouche qui me rôde autour. Alors que je contemple les toiles, une pensée furtive me traverse l'esprit. Lilou me manque. Malgré moi, je la vois de moins en moins. Ses absences sont devenues une routine à laquelle je tente de m'habituer, mais cela n'efface jamais vraiment cette angoisse sourde qui s'installe quand elle n'est pas là. Je sais bien que la mission au Fort Noir n'est qu'une formalité pour elle. Elle n'est plus une débutante. Elle connaît ses terres comme sa poche. Et pourtant, impossible de calmer cette petite voix en moi qui murmure sans cesse de funestes scénarios. Surtout lorsqu'elle tarde à revenir. Je me rassure, bien sûr, en pensant à Arrakis. Qui est de mieux que cette créature pour protéger ma fille? Cette tarancasse est un véritable cauchemar ambulant. Une fois, une seule, je l'ai vue en action. La fureur incarnée. Tel un ouragan de crocs et de pattes, elle a tout détruit sur son chemin. Et le chemin avec. C'était fascinant et terrifiant à la fois. J'ai beau avoir confiance en elle, savoir qu'elle veille sur les loups ne suffit jamais à apaiser complètement mon esprit. Chaque absence, chaque mission, même banale, réveille cette vieille peur enfouie, celle de perdre ce que j'ai de plus cher au monde. Je ne comprends pas vraiment les liens qui les unissent, ces deux-là, mais ils semblent incroyablement forts, bien plus que la simple empathie. J'ai moi-même un compagnon aîné sans lier, mais c'est un chat. De grosse taille, certes, mais un chat quand même. Et ma relation avec lui n'a rien à voir avec la leur. Leur fidélité à elle va au-delà de tout cela. De l'amour, peut-être? Oh, j'en doute. J'ai toujours eu du mal à imaginer Arrakis débordante de sentiments. Et pourtant, cette araignée veillait sur les loups bien avant que je ne les rencontre. Quoi qu'il en soit, ces deux comparses inséparables chérissent les voyages loin de tout et la soif de découverte. Chaque fois qu'une mission de chasse au trésor ou de reliques perdues arrive, elles répondent présentes immédiatement, même si cela les mène dans les grottes de Khalt ou au fin fond du grand désert. D'ailleurs, malheur à moi si je confie ce genre de tâches à d'autres membres de la guilde. À la fin de l'académie, j'ai été très réticent à ce que Lilou devienne raideuse. J'en ai été un moi-même, avant de prendre les rênes d'Aurore éternelle. Je sais donc ce qu'il en coûte, et moi, plus que quiconque. Le danger, le combat et la mort sont monnaie courante chez nous, et les funérailles de raideurs sont comme les marées, inévitables et toujours aussi douloureuses, même après toutes ces années. Nous avons encore eu 3 décès la semaine dernière. Conclave et alchimiste, je crois. Mais ma fille ne jure que par cela, l'aventure. Sans doute affamée par les histoires que lui narre sa sœur à 8 pattes. Sa première mission fut un calvaire pour moi, et elle n'était partie que quelques jours pourtant. Une tâche simple. Elle devait retrouver un fermier disparu aux abords de la Sapine, la forêt au nord de la Grande Vallée, et qui est tristement surnommée Sombre Épine. Mais elle était rentrée, bien que couverte de sang et de bleu, avec une mine si réjouie que je n'ai jamais pu lui dire non. J'appris, bien des années plus tard, que durant cette escapade, Lilou avait trouvé et tué, avec l'aide de sa tarancasse bien sûr, toute une colonie de mange-morts, des carabes fossoyeurs qui errent habituellement aux environs des cimetières, des vestiges de bataille ou des catacombes. Mais ces scarabées-là, corrompus par l'influence de la sapine, avaient succombé au dessein de Silic, et avaient commencé à dévorer les vivants,
dont le fameux fermier et sa famille. La savoir aux prises avec ce genre de saloperie me fait encore froid dans le dos. Puis, les années ont passé, et Lilou a mûri et s'est aguerri. Et même si la chipie ne me raconte que très rarement ses aventures en détail, pour éviter de me faire des cheveux blancs, je suppose, je sais qu'elle est dorénavant suffisamment forte pour affronter les terreurs les plus noires qui rôdent dans la nuit. Et puis, si Lilou n'est pas assez badass, comme dirait sa sœur, cette dernière la sera, elle, j'en suis sûr. Enfin bref, maintenant, Lilou est réputée dans tout le mi-temps comme étant l'une des plus grandes rôdeuses de la région, et certains commanditaires n'exigent qu'elle pour accomplir la mission. À nouveau, mes lèvres s'étirent malgré moi. Je me lève de mon fauteuil et envoie valser mon cure-dent usé d'une pichenette dans l'âtre de la cheminée. J'en reprends un neuf et m'approche de la fenêtre ouverte qui donne sur le nord. Main dans le dos, je laisse mon regard et mon esprit vagabonder. L'après-midi est presque écoulé, et dans sa course vers l'est, la soleil darde ses derniers rayons entre les nuages, inondant le lac d'eau belle d'une teinte orangée. Une légère brise souffle, et m'apporte avec elle l'odeur et le clapotis des vagues sur la berge en contrebas. Étant placé dans la ville haute, le donjon d'aurore éternelle domine l'étendue miroitante, et m'offre un point de vue panoramique sur les collines rondes et couronnées de bruyères, de maïs et de tournesol. Au-dessus de ces dernières, les montagnes noires déchirent l'horizon et fendent les nuées de brume, presque permanentes par là-bas, qui s'accrochent à leurs flancs, partagés entre falaises et grappes de sombre pin. Et à l'orée de ces piémonts inhospitaliers s'ouvrent les champs de cendres. Les terrifiants champs de cendres. Soudain, l'air semble plus lourd. Un poids écrase ma poitrine. Mes mâchoires se serrent, comme pour contenir l'angoisse. Du fond des ténèbres se mettent à ramper subitement vers moi de cruels souvenirs, plus vivaces que des cauchemars. Dans ces landes, rien ne vit, rien ne pousse. Les herbes sèches étouffent sous des scories d'un gris malsain et puant, comme si la terre elle-même avait vomi ses propres entrailles. De hauts monticules calcinés et brisés forment, rangée après rangée, un sordide cimetière hanté et évité de tous, tapissé de fleurs des partisans. Ce lieu est maudit, et plus personne n'ose s'y aventurer. Il y a là-bas, dit-on, des buissons ardents qui y brûlent encore, tellement les flammes qui les ravagèrent autrefois ont été d'une puissance extraordinaire. Je me retourne vers mon bureau. Inutile de ressasser le passé. Ce qui est fait. Comme un signe du destin, mes souvenirs douloureux sont coupés par le toc-toc d'une main légère sur la porte. « Entrez !» Les battants s'ouvrent et dévoilent ma fille, rayonnante, malgré la crasse qui lui couvre le visage. Aussitôt, le masque d'horreur qui m'avait revêtu disparaît et laisse place à un éclat de joie pure. « Lilou ! Je commençais à me faire du souci !» Alors qu'elle franchit les quelques pas qui nous séparent, une vague de chaleur m'envahit, emportant avec elle toute retenue. Mon cœur bondit, et avant même que je m'en rende compte, je me précipite vers elle, incapable de contenir plus longtemps ce flot d'émotions. Sans hésiter, je l'enlace fermement, mes bras entourant sa taille frêle, mais solide. Elle rit, et ce son, cette douce cascade cristalline, résonne en moi comme un chant oublié. Je la fais tournoyer, son corps léger s'élevant dans les airs alors que j'éclate de bonheur, libéré de l'inquiétude qui m'assombrissait depuis des jours. La pièce disparaît, floue et irréelle, ne laissant que nous deux, au centre d'un tourbillon de couleurs, celle de l'arc-en-ciel qui semble naître du miroitement lumineux de ses yeux. Ses prunelles mauves brillent, pleines de vie, de cette énergie juvénile qui m'éblouit à chaque fois. Moi, je ris toujours, mais mes yeux trahissent mon émotion, brouillés par des larmes que je peine à contenir. Essoufflé, je la repose, avec précaution, comme si je craignais de la voir s'éloigner à nouveau. Mais je ne la lâche pas pour autant. Au contraire, je la tire encore plus près, la serrant contre moi, mes mains tremblantes sur ses épaules. Elle est là, enfin, entière. Mon cœur bat contre le sien, et pendant un instant, le monde cesse de tourner. J'ai tant de choses à lui dire, tant d'inquiétudes qui s'effacent par ce simple geste, dans cette étreinte silencieuse. Une perle salée dévale ma joue, mais je m'en moque. Tout ce qui compte, c'est elle. « Tu m'as tellement manqué, ma puce !» murmurai-je d'une voix étranglée par l'émotion. Elle pose sa tête sur mon épaule, et sa réponse, empreinte de douceur, me réchauffe. « Toi aussi, papa.
Je suis heureuse d'être rentrée. Arrakis fit irruption, son expression affichant un mélange d'agacement et de nonchalance. Elle plante ses yeux verts dans les miens, un rictus narquois aux lèvres. « Yo, Windy, sérieux, c'est quoi ce cirque? On est juste allé au fort noir, hein? Pas de quoi rédiger un testament. » Mais dans son regard qui s'attarde un instant sur les loups, je décèle une lueur, presque imperceptible, trahissant cette vigilance constante que l'araignée dissimule derrière ses sarcasmes. Arrakis veille toujours, même sous le masque de l'insolence. Je hoche la tête et leur désigne les larges sièges face à mon bureau. Je reprends avec autorité, ravalant mes émotions. « Asseyez-vous. Vous devez avoir hâte de vous détendre, alors ne perdons pas de temps. » L'arachnide et l'ondine s'exécutent, tandis que je mets une bouilloire à chauffer dans la cheminée. Je l'attise avec un brandon, et la rallume vivement d'un simple souffle. « T'es où, tisane ?» Encyclopédie des savoirs anciens. Les phénix, le peuple du feu. On dit que le feu coule dans les veines des phénix. Mais on raconte encore plus souvent que c'est l'or qui y coule à flot. Bien sûr, tous les hommes du feu ne sont pas avides de richesse, mais leur capacité de négocier en nez ont fait que cette réputation leur colle aujourd'hui à la peau. Les phénix sont grands, au teint hâlé, et leurs cheveux, qui arborent diverses nuances, sont fréquemment rehaussés de reflets argentés ou cuivrés. La plupart d'entre eux ont les yeux de couleur rougeoyante, ambre, bronze ou jaune soleil, mais le vert et le bleu peuvent également se rencontrer. Les phénix se mêlent aisément avec tous les autres peuples, et il est commun de dire qu'ils offrent le meilleur second choix possible en matière de couple, après un membre de sa propre espèce. Ils ne voient d'ailleurs aucun inconvénient à vivre avec des personnes du même sexe ou d'ethnies différentes, et il n'est pas rare que, durant leurs existences, ils changent plusieurs fois de compagnon ou de compagne, ou qu'ils en aient plusieurs à la fois. De par leur origine, ils résistent parfaitement à la chaleur et ne craignent pas le feu. Capables de se couvrir d'un linceul de flamme lorsque la colère les gagne, les hommes du feu sont des personnes déterminées et audacieuses. Leur opiniâtreté est telle que certains peuvent se consumer sous la rage ou renaître de leurs cendres, comme leurs ancêtres de la terre de feu. Ainsi, le prince Tyrion du Sud ressuscita par 3 fois durant la guerre des sables, aux grandes dames de ses adversaires. Leur espérance de vie varie entre 80 et 100 ans, bien que les phénix dotés d'un feu intérieur très puissant puissent dépasser les 150 printemps. Animés par une ferveur intense, allant du tempérament de feu à la passion raisonnée, la plupart des phénix ont un charisme naturel et une aura imposante. Grâce à leur prestance, ils excellent dans tous les métiers où l'influence et la persuasion sont essentielles. Commandement, négoce ou diplomatie. Leur détermination et leur résistance aux conditions extrêmes leur ont permis de s'implanter dans toutes les régions du continent. Ainsi, les hommes du feu sont présents partout sur Thurem. À l'exception des pics déchiquetés à l'ouest, ils ont fondé une cité-État dans chaque région. Massuna, au sud, aux abords des berges du lac scintillant, marquant la frontière entre le grand désert et la savane de Brocard. Masbrida, dans la toundra de Blanche Épine, le long de la côte est du Grand Nord. Maskiria, sur l'île de Pierre dans la Grande Vallée, en plein mi-temps central. Masmara, au sud-est, nichée au cœur du Marais Noir. Massilia, la plus vaste de toutes, à l'orée du golfe des Lions. Chaque cité-État règne en maître sur ces terres, et de nombreux conflits les ont déchirés au fil des âges. Cependant, depuis l'avènement du Grand Hiver, entre 2008 et 2010, les tensions qui les rongeaient se sont réduites, et plusieurs traités de paix ont été signés. Aujourd'hui, l'ombre de la guerre n'est plus qu'un lointain souvenir,
car chacune d'entre elles a su tirer finalement profit de ces nouveaux accords commerciaux. Par sœur d'Aredon, maître du savoir de Massilia.